Aujourd'hui, c'est le samedi 9 novembre, il est 15 h et on est à Sonic City, un festival à Courtrai en Belgique dont la programmation est assurée par 2 groupes invités. Alors cette année, c'est Shame et Kate Lebon qui ont été sollicités. Hier soir, pour l'ouverture, il y avait Folaxoid, Lust for Youth, Sheermag et Ceremony, 4 groupes invités par le festival lui-même. On vous laisse avec quelques extraits du concert de Lust for Youth et Sheermag et on se retrouve juste après. C'est parti, Sonic City jour 2. Aujourd'hui, entre autres, Kate Lebon, Priest, Whispering Sons, Holly Herndon. Et pour l'instant, on part écouter Ed Dewey sur la plus petite des 3 scènes du festival. Slept at the backseat. You woke at the motel. They dish you the photo. It's made for a dead queen. Broken at 19. Ed Dewey, c'est un musicien seul sur scène avec son micro et son clavier. Il joue assis, vêtu d'une chemise rose, avec une broche argentée en forme de flocon sur le cœur. L'atmosphère est très douce, envoûtante. Une belle manière de commencer ce samedi. On quitte cette petite scène à l'étage pour se diriger vers la main stage où se trouvent les Américains de Priests pour une ambiance un peu plus énervée. Voici des extraits de leur live, suivis d'une rencontre improvisée avec le groupe. Quelle était votre réaction quand vous avez appris que Shame vous avait choisi pour faire partie de la programmation du festival ? Je pense qu'on était vraiment impatients. Ouais, on adore ce groupe, ils sont très cool. Malheureusement, j'ai pas encore eu la chance de les rencontrer, donc je suis impatient. Oui, on les loupe toujours. C'est vraiment un groupe cool et c'était excitant. C'est toujours excitant de voir un groupe de rock décoller, tu vois. Le rock n'est pas la musique la plus populaire en ce moment, mais je pense que quand tu viens du Royaume-Uni, il y a une scène plus petite et on peut aller un peu plus vite.
Ouais, ils ont l'air vraiment cool. Et quelles sont vos influences? Quand on écoute votre musique, personnellement, je pense au mouvement Riot Girl, le mouvement de musique punk féministe. Et je ne sais pas si c'est une de vos influences. C'est marrant parce qu'on nous dit ça souvent. C'est habituel et je pense que la plupart du temps, c'est perturbant parce qu'on apprécie Riot Girl et que c'est évidemment un truc que nous avons tous écouté et été à fond dedans. Mais nous sentions que ça nous enfermait souvent dans une case. J'ai eu l'impression que beaucoup de fois, les gens nous regardaient et disaient « Oh, il y a des femmes dans le groupe et ils ont l'air en colère, donc ça doit être Riot Girl, tu vois ?» Mais Riot Girl semble appartenir à un moment et à un lieu très particulier, le début des années 90. C'est une scène spécifique et j'ai l'impression qu'on écoute toutes sortes de musique. Ouais, j'ai pas l'impression que notre façon de jouer soit vraiment similaire. On écoute collectivement beaucoup de musique et je pense qu'on tire beaucoup de nos influences dans les films que nous regardons ou dans les livres que nous lisons. On les tire de différents médiums que nous partageons toujours entre nous parce qu'on voyage beaucoup, tu vois. On partage nos lectures, on va au cinéma pendant les tournées, on écoute des podcasts dans le van. Mais je pense que beaucoup de gens pensent que vous faites partie du même univers que Riot Girl parce que vous avez un message politique. Pourquoi c'est important pour vous de parler de politique dans votre album? Je pense pas que ce soit vraiment important pour nous de parler de politique. Je pense que c'est comme si, en tant qu'artiste, on était naturellement attiré par certaines choses. C'est comme écrire des chansons d'amour et que cela reste bloqué dans un récit hétéronormé. Ça nous plaît pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses à l'extérieur dans le monde qui est genre intéressant. Si une nouvelle histoire suscite un intérêt ou un film qui fonctionnera pas comme de la propagande, les sujets qu'on traite, c'est ce qui nous intéresse nous, plutôt que nous en tant que sujet nécessairement. Je pense qu'on n'est pas sûr du fait d'être appelé comme politique parce que on l'associe souvent à du pragmatisme Ou des trucs faits à base de slogans. Ouais, des slogans dogmatiques, des trucs du genre, pardon, pas pragmatique, dogmatique. Ou on vous dit quoi penser. On veut dire à personne quoi penser, mais on partage juste notre vision du monde. Tu vois ce que je veux dire? Partager avec les autres. Et au contraire, beaucoup de paroles pour cet album, pour moi, ont été influencées d'une certaine manière par la façon dont les gens nous ont souvent nommés comme un groupe politique. C'était frustrant pour moi parce que, comme Daniel l'a dit, nous avons tendance à penser qu'il y a une dimension politique à tout. Et je voulais nous mettre au défi, ainsi que les gens qui nous écoutent, d'apprécier davantage l'art, de faire de la musique. Je pense que dans toutes les cultures occidentales, en particulier, nous dévalorisons l'art. Tu sais, aux États-Unis, dans le système éducatif, si le budget doit être réduit, c'est généralement les cours d'art qui vont être tirés en premier. Les gens pensent que c'est un peu comme quelque chose qui sert à vendre un autre truc. De la musique pour une publicité, ou de la peinture qui sert de panneau publicitaire pour de l'alcool, ou autre chose. L'art, pour moi, pour nous tous, c'est tellement vital pour la culture, tu vois ? Une culture saine encourage les gens à penser par eux-mêmes, à aimer, à être en contact avec leurs sentiments et à ressentir de l'empathie pour les autres. D'une manière étrange, même si ce disque ne parle pas toujours directement de sentiments et d'émotions, il s'agit de demander aux gens de respecter l'art et de voir ce que c'est, mais aussi de ne pas demander à notre musique d'éduquer quelqu'un à la politique. Tu sais, très souvent, si tu deviens un groupe politique, les gens écoutent ta musique avec un genre de « qu'est-ce que cette chanson essaie de m'apprendre ?» Ou genre « est-ce les bonnes idées politiques pour moi ?» Et nous, on souhaite pas ça. Ouais, qualifier la musique de politique, c'est souvent maintenir une binarité dans la musique du genre. La musique doit être soit pop, soit politique. Ouais. Donc, c'est soit vous avez des sentiments, soit vous essayez de donner une leçon de politique à quelqu'un. Et en fait, je pense que la meilleure façon de faire les deux, c'est de considérer, quand vous traversez quelque chose d'émotionnel, les forces plus grandes qui pèsent sur vos propres sentiments personnels, non ? Et puis, lorsqu'il s'agit d'enjeux politiques plus vastes,
il suffit de tenir compte des émotions en jeu. Les gens oublient. C'est comme si les gens ne voulaient voir que la propagande politique ou que la musique pop. Mais l'ironie, c'est que la propagande politique fonctionne parce qu'elle touche vos émotions. Tu vois ce que je veux dire? Et la musique pop fonctionne parce qu'elle touche à des sujets sociaux qui maintiennent un certain statu quo. Le titre de votre dernier album, The Seduction of Kansas, est une référence à un livre. Oui, le nom du bouquin est What's the Matter with Kansas, écrit par Tom Frank. Pourquoi c'était important de faire une référence à ce livre? Why it was important for you to make reference of this, to this book? It wasn't like it was important. C'était genre pas important, c'était un livre que je lisais sur le moment d'un écrivain originaire du Kansas. J'ai déjà fait en fait quelques références à ses écrits avant et ça a aussi influencé quelques paroles de Nothing Feels Natural. C'est quelqu'un qui observe la culture très intelligemment et son livre est tout simplement genre je viens du Kansas, laissez-moi vous raconter l'histoire du Kansas. J'aimerais souligner que si vous regardez souvent ce qui s'est passé dans l'état du Kansas, vous verrez que c'est un bon indicateur de la direction que les États-Unis prennent en tant que pays. Il y a eu des moments où il y a eu un mouvement populiste et socialiste très fort. Le Kansas s'est tourné vers la gauche. Et d'autres moments, plus récemment, c'est vraiment la droite qui s'est développée. C'était le terrain fertile pour beaucoup de mouvements anti-avortement par exemple. Ça a été un vrai va-et-vient. C'était vraiment fascinant pour moi. La chanson de Seduction of Kansas, c'est donc probablement composée musicalement plus vite que presque tous les autres titres du disque. J'ai lu le livre et comme JL l'a dit, nous aimons vraiment le cinéma. Mais dans mon esprit, je me disais que je n'essayais pas d'éduquer les gens à ce sujet nécessairement. Mais si je pouvais faire de ce livre un film complet en 2 minutes et demie sur l'état du Kansas et ce que l'auteur essaie de dire, comment ça pourrait marcher ? Comme une sorte de comédie musicale du livre. Ouais, comme une vue d'ensemble. Et aussi, je pense qu'une chose avec laquelle nous avons beaucoup joué dans cet album, c'est sur d'abominables Personnages ? Ouais, des personnages infâmes, comme des références, tu vois. Et encore une fois, c'est peut-être nous qui en revenons à cette idée. Nous aimons déconstruire les choses et tout ce qui semble n'être qu'une chose à première vue. Je pense qu'une grande partie du début de notre réflexion, tout comme la plupart des gens, doit être la question quel est l'autre aspect de cela ? Nous avons souvent décrit les personnages de l'album comme étant des méchants ou quelque chose du genre, et je pense que pour nous, Daniel et moi, qui avons toutes les deux écrit beaucoup de paroles, c'était intéressant de simplement essayer d'analyser ces personnages et de les rendre plus compliqués, de faire quelque chose de plus intéressant pour nous et peut-être aussi pour l'auditeur. Complicated, you know, make something that was more interesting for us and maybe for the listener. Tu vois, le refrain de cette chanson, par exemple, c'est une personne qui chante « C'est toi, je suis la personne qui t'aime ». Ouais, pour moi, tu vois, c'est comme un politicien qui a besoin d'obtenir un consensus populiste pour obtenir ce pouvoir. Souvent, c'est un peu le message qu'ils disent « Viens à mes côtés, je suis celui qui me soucie vraiment de toi et qui t'aime ». Tu vois, c'est de là que vient cette sorte de séduction, venant de cette idée d'attirer les populistes, de leur faire croire qu'on est le bon choix. D'une certaine façon, c'est ce que Trump a fait dans notre pays. Qui sont les vrais fans de Trump ? C'est des gens qui ont été séduits par lui. Et quand ils le voient, ils sont genre « Waouh, ça c'est mon gars, il veille sur nous ». Mais d'un autre côté, les gens qui, selon nous, sont des leaders plus responsables, font probablement la même chose d'une certaine façon. Ils nous attirent parce qu'ils ont certains indicateurs dont nous ne sommes probablement pas conscients. On est juste genre « Oh, pour moi, c'est ce à quoi doit ressembler un bon leader ». Je sais pas, c'est juste une chose amusante et intéressante avec laquelle on peut jouer. C'est comme lorsque vous êtes sur scène, vous êtes comme des politiciens dans un meeting essayant de séduire le public. Ouais, exactement. Et c'est comme le nom Priest au final. Ouais, d'une certaine façon, quand on a nommé le groupe, on s'est dit « Oh cool, personne n'a ce nom, et JL est juif, et nous, on est toutes les deux des femmes. Aucun de nous ne peut être prêtre. C'est un nom drôle. » Mais c'est amusant de penser maintenant que beaucoup des thèmes de notre musique sont liés au pouvoir et à son fonctionnement, et qu'il est évident qu'un prêtre est un rôle qui détient un certain pouvoir. C'est comme si c'est dans nos cerveaux, tout le temps, que nous en soyons conscients ou non. Dernière question, moins politique.
Avez-vous des chansons que vous voulez partager avec nous? Oh, j'en ai une. C'est un album des années 60. Ça a été un de mes préférés pendant longtemps. Nous avons joué avec les Black Lips hier soir et j'ai entendu une des chansons. C'était la musique qui est passée entre les groupes. Et j'ai entendu la chanson et je me suis dit, oh mon Dieu, j'adore ça. C'est cet album intitulé Le Monde Fabuleux des Yamasuki. Oh mon Dieu, c'est genre le meilleur album de tous les temps. Ouais, en gros, ce sont des gars, deux gars qui étaient compositeurs. Ils n'étaient pas japonais et quelque part, c'est probablement... Il y a un élément problématique à cela. Ça peut sûrement être considéré comme de l'appropriation culturelle, mais bon, c'est discutable. Alors en fait, c'est un Belge et un Français qui sont tous les deux compositeurs. Ils sont vraiment devenus fans de la culture japonaise et ils voulaient faire ce disque. Beaucoup de ces chansons ont été samplées par des disques hip-hop. Il y a un titre qui figurait sur l'un des albums les plus récents, d'Erykah Badu. C'est comme une boucle. Ils ont engagé comme un maître de judo pour chanter ces chants qui sont sur des sortes de gros rythmes psychédéliques. Puis il y a une chorale d'enfants japonais qui chantent, je crois. C'est comme un méli-mélo de sons psychédéliques, des musiques incroyables, j'adore. Il y a cette compilation intitulée Uneven Path, Deviant Pop from Europe de 1980 à 1991 du label Music from Memory. Et chaque chanson est vraiment bonne. C'est juste que c'est des chansons dont je n'ai jamais entendu parler. Il y a ce titre intitulé Listen Over the Ocean de Violet Eve. C'est un italien et j'ai jamais rien trouvé d'autre sur ce groupe qu'une page Wikipédia en italien. Et donc c'est un groupe italien. Il y a quelques vidéos YouTube d'eux en Italie. Ils ont comme un vibraphone. Et c'est juste une chanson pop vraiment sinistre et gothique. Et c'est vraiment bien. C'est un titre de John Mouse qui s'appelle Hey Moon. Il chante à une personne anonyme. Genre, il chante un truc du genre c'est juste toi et moi, on est parti le soir, tout le monde est couché, qu'est-ce qu'on va faire de notre soirée? Vous pouvez imaginer tout ça. Ça peut se passer à une fête et tout le monde est parti. On pense que c'est un peu lorsque vous aimez quelqu'un et que vous avez trop peur de faire le premier pas, alors vous traînez ensemble. Et c'est une heure où vous vous bourrez la gueule ensemble et vous finissez par rester plus ou moins tous les deux. J'ai l'impression d'être cette personne, c'était comme si j'étais en retard à une fête. Mais le titre, c'est Hey Moon. Et si vous lisez les paroles indirectement, et John Mouse c'est un putain de taré, une des choses que j'ai pensé de John Mouse c'est ce mec chelou chante à la lune. Tu penses que c'est juste toi et moi, et en fait non. Ouais, c'est vraiment une super chanson. Simplement en regardant le titre, on passe d'une chanson d'amour à une chanson sur le fait d'être seul, profondément seul, et seul avec la lune. C'est tellement différent et genre vraiment amusant. Après cette interview improvisée avec Priest, il est temps d'aller écouter la prestation de la coprogrammatrice de ce Sonic City Festival 2019, l'élégante Kate Lebon. Sur la main stage, on la retrouve en costume vert, guitare à la main et ses musiciens multi-instrumentistes autour d'elle. Arranging the chairs and I'm never gonna live it up.
ça du concert de Kate Le Bon? Bah écoute, je m'attendais à pas grand chose parce que Kate Le Bon, je trouve que sur l'album c'est très calme, très down tempo, tout ce que tu veux, et ici en live je trouve qu'il y a juste la classe, c'est la classe en plus, ça va super bien, c'est bien foutu, tu vois qu'elle est super à l'aise sur scène, voilà. J'ai vraiment... J'aime pas le mot la claque parce que je trouve que la claque c'est un mot qu'on dit trop quand on va voir des concerts. Moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, c'est vachement bien foutu. Le gros nom de ce samedi, c'est Thurston Moore Group. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Thurston Moore, c'est pourtant un des membres fondateurs de Sonic Youth, un groupe américain des années 90 considéré comme emblématique du rock alternatif. Aujourd'hui, le musicien s'intéresse à l'expérimental, et il nous le montre en jouant sur scène une seule chanson pendant plus d'1 heure. Hypnotique au début, mené par un Thurston Moore en véritable chef d'orchestre, le live nous lasse pourtant rapidement malgré la performance. Certains adorent, d'autres non. On écoute un extrait du live suivi de quelques avis du public. Alors, comment vous avez trouvé le concert de Thurston Moore? Juste épatant, incroyable. Incroyable, ça vous a étonné? Vous attendiez à ça ou pas? Alors pas exactement, je pensais qu'il ferait le set qu'il pourrait jouer avec en fait son groupe de manière normale, les morceaux classiques. Tous les derniers albums Rock'n'Roll Consciousness qu'il avait sorti. Et là du coup il a joué son dernier CD, son projet solo Spirit Council, et du coup c'était un peu une claque parce que c'est que d'instrumental. Complètement instrumental, expérimental et du grand Thurston Moore quoi. Ouais, non, En fait, on n'a même pas débriefé entre nous, on n'a pas eu le temps encore. Là. Je pense qu'il va falloir 2-3 jours avant qu'on réalise ce qui vient de se passer. Il a l'âge de mon père. Et alors? Il est vieux. Eh ben putain, il est bien plus jeune dans sa tête et dans ses gestes que la plupart des gens qui sont en public. C'est une putain de tuerie. Ce mec, il envoie des claques à tout le monde. C'est bon, c'est lui le patron. Et aussi, Thurston Moore, c'était juste une chanson d'1 heure et pour moi, oui, il m'a un peu... raté parce que ce sont de tels bons musiciens, de tels bons musiciens. Et là, oui, 1 heure de juste faire n'importe quoi, c'est pas pour moi. C'est déjà la fin de cette deuxième journée et la fatigue se fait sentir. On vous laisse avec les 2 derniers groupes du jour, BITW et Holly Herndon. We're Shame, we're here at Sonic City in Kortrijk, Belgium. Going to be a great day of live music. Got bands like Mud Capital, Black Country New Road, Squid, Corridor. It's going to be a big one. Sonic City jour 3, c'est parti! Hi, it's Squid and we're at Sonic City Festival. Oi oi!
Cette dernière journée, on la commence avec Squid, un groupe de Brighton. Bon, il faut l'avouer, à cause de mauvais réglages dans la salle, on a parfois du mal à entendre les voix des deux chanteurs, Holly et Louis, respectivement batteurs et guitaristes bassistes du groupe, mais ça n'enlève rien à la qualité de la musique. Quand on les voit sur scène, on est surpris de voir les 5 musiciens alterner différents instruments selon les morceaux. Ils proposent un rock progressif, teinté de jazz et de funk, mais à l'énergie définitivement punk. Ils sont suivis par les londoniens de Black Country New Road, traduisez Pays Noir Nouvelle Route. Ici, un petit orchestre s'offre à nous, dans un esprit bien plus jazz encore qu'au concert précédent. Saxophone, violon, clavier, guitare et un chanteur qui nous raconte plus une histoire qu'il ne chante. Profitant d'une pause, on retrouve les Irlandais de The Murder Capital pour parler de leur récent premier album, When I Have Fears, et de son sujet principal, l'instabilité mentale. What's the crack? We are the Murder Capital. Here we are at Sonic City thanks to the endless love of the boys from Shame. Vous avez été choisi par Shame pour faire partie de cette programmation de Sonic City. Qu'est-ce que ça fait? Comment vous avez réagi? Ce n'était pas vraiment une surprise parce que vous êtes potes avec eux, donc. Ouais, nous sommes de bons amis. Je veux dire, c'est vraiment cool. On est vraiment heureux d'être là et c'est très gentil de leur part de nous avoir choisis pour jouer. C'est aussi d'une certaine façon une petite pause sympa pendant la tournée que nous sommes en train de faire, même si c'est un concert de festival avec nos potes. C'est super de pouvoir voir les gars. On ne sait jamais quand on aura l'occasion de revoir nos potes. Mais c'est marrant, on voit plus rarement nos amis à la maison que quand on joue de la musique avec eux, et c'est vraiment cool que des occasions comme celle-ci se présentent. En parlant de se rencontrer, vous êtes un très jeune groupe, non? Vous vous êtes rencontrés il y a seulement 2 ans, c'est ça? Oui, nous sommes de nouveau-nés. De nouveau-nés. Mais vous avez déjà sorti un album, et d'ailleurs un très bon album, soit dit en passant. Je veux pas dire prématuré parce que vous le méritez et c'est de la bonne musique, mais c'est surprenant de voir des groupes qui décollent si bien et si vite. Qu'est-ce que ça fait de créer un groupe et que ça marche en 1 an et demi? Je pense que chaque opportunité qui se présente continue de nous émerveiller, c'est toujours excitant. Mais en même temps, c'est quelque chose pour lequel on travaille. C'est littéralement le seul truc qu'on fait de nos vies, vous voyez. Je pense que nous sommes chanceux que les choses soient arrivées si rapidement au début, et ce qui nous a permis de quitter nos boulots et toutes ces merdes, et de vraiment se concentrer sur l'univers que nous essayons de créer et d'exprimer. On vient juste de commencer, et le fait que tout soit si rapide, c'est vraiment excitant. Mais il n'y a aucune peur ou insécurité que cela soit arrivé trop rapidement. C'est naturel. Je pense qu'individuellement, avant même qu'on se rencontre, nous étions tous en train de travailler depuis un moment pour un truc comme ça.
Et c'était très beau de se rencontrer à Dublin et de rencontrer des gens avec les mêmes envies que soi, avec les mêmes aspirations et des vues artistiques similaires. Donc ouais, ça a été cool. Je pense qu'il y a une autre raison à l'ascension rapide de The Murder Capital. Si tu es jeune, je pense que plus tu travailles et tu écris, plus tu développes une vision d'ensemble dans les albums ou ce genre de choses. Et plus tu te développes en tant qu'artiste. Et comment le groupe s'est créé? Le concept de The Murder Capital? Et le choix du nom. Oui, le choix du nom. Pourquoi The Murder Capital? Why The Murder Capital? On avait l'habitude de jouer sous mon nom pendant un moment parce qu'on faisait que des petits shows dans des universités ou des trucs comme ça. Puis ça a évolué et on a commencé à aller plus loin que seulement des concerts. On voulait se retrouver ensemble dans une chambre à écrire le plus possible. Une fois que c'est arrivé, c'était assez organique. On s'est rendu compte qu'on était vraiment un groupe plutôt qu'en train de dire « Oh, montons un groupe ». C'était plus, il semblerait que nous soyons un groupe. Je suppose qu'il y avait plusieurs noms qui gravitaient et que c'était un nom qui était vraiment collé à nous, tu vois. Plusieurs choses sont arrivées dans nos vies personnelles et ces choses ont donné un sens profond à ces mots. Donc c'est devenu comme ça et c'était en février dernier. Ouais, en février 2018, le 5 février. C'est ce jour-là qu'on a décidé de s'appeler The Murder Capital. C'est vraiment une date très précise. Je me souviens de ce jour. C'était important, enfin important. Je ne sais pas le mot exact, mais c'était une lourde semaine. Beaucoup de décisions ont été prises et beaucoup de choses se sont finalisées ainsi que nous-mêmes. Une autre date très importante, c'était en août dernier. Le 16. Oui, parce que vous avez sorti votre premier album, un album acclamé par la critique d'ailleurs. Ouais, et comment vous vous êtes senti par rapport à ça? Beaucoup de gens adorent votre travail. Pour nous, je pense que l'amour que nous recevons des fans a une grande importance. Vous savez, les gens sont connectés à l'album et on s'en fout que les gens soient divisés ou pas, que certains le détestent et que d'autres l'adorent. Du moment qu'ils ressentent quelque chose, ils sont connectés avec, d'une certaine manière. Je pense que c'est ça qui importe quand on crée quelque chose. Pour nous, ce que nous faisions, c'était de rester honnête avec nous-mêmes dans l'écriture et de nous confronter le plus souvent possible et dans chaque moment de notre existence par rapport à nos passés personnels et à ce qu'on a fait ensemble. C'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Ce qu'on a réussi à faire est quelque chose dont nous étions très fiers et nous sommes toujours. Évidemment, ta perspective peut changer avec le temps, mais tout ce qu'on s'était forcé à atteindre, on l'a atteint. Et c'était vraiment en nous-mêmes. Tous les trucs qui sont arrivés après, c'est du bonus, tu vois, genre pouvoir voyager autour du monde et tout ça, c'est putain de fou. Et quel a été le processus de création de l'album? De nous flageller jusqu'à ce qu'on soit couvert de sang et de bleu, puis arrêter un petit moment et recommencer ensuite. Je déconne évidemment. La musique ou l'art en général, c'est de l'expression, c'est ce que tu ressens. Qu'importe que ça soit une bonne ou une mauvaise émotion. Et pendant l'écriture de l'album et son enregistrement, on est tous passés par des moments intenses de nos vies personnelles. C'est devenu un tel truc pour moi, les choses allaient tellement mal que la seule chose qui comptait vraiment, c'était The Murder Capital et ce que nous faisions. C'est une sorte de situation de vie ou de mort quelque part. Il n'y a pas de vie sans ça. Et c'est comme ça que je me sentais pendant un moment. Je veux dire, il y a encore beaucoup de ça en moi, mais je pense que ça allait dans la musique ensuite. Et ça devait sonner comme ce qu'on ressentait. Et le truc important sur l'album, c'est que nous voulions avoir un spectre de l'expérience humaine.
of human experience, like, because we're not always like. Nous ne sommes pas toujours des personnes en colère ou agressives, et on n'est pas tout le temps des personnes fragiles et vulnérables. Et je pense que c'était important pour nous de montrer chaque côté de ça dans la musique. Et musicalement, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Vos paroles sont assez émouvantes aussi, et parfois sombres, et on peut le percevoir à travers vos réseaux sociaux. Et je me demandais, est-ce que vous supportez certaines causes, comme la santé mentale par exemple? Est-ce que c'est important pour vous? Mental health. Yeah, it's something that I think affects La santé mentale, everyone in the oui, world in some way, c'est quelque chose qui touche tout le monde dans le monde d'une certaine façon, que ça soit nous-mêmes ou un proche. Je peux seulement parler d'un point de vue irlandais. Il y a des problèmes psychologiques profonds dans tout le pays. Il y a aussi de nouveaux défis à relever dans la façon dont la société évolue en ce moment et le rythme auquel elle évolue, je pense. some new challenges to be faced within the way society is moving at the moment and the pace at which it's moving, I think. And I think a lot of people are being left behind. Les gens sont laissés de côté et je pense qu'il y a de meilleures façons pour le gouvernement et les institutions en lien avec l'industrie de la santé mentale de traiter la question. Be able to approach that in a better way. It doesn't mean to say that I have the direct answer. Ça ne veut pas dire que j'ai les réponses immédiates, c'est juste qu'il y a des lieux qui traitent mieux la question que là où je vis. Where I live. And I've lost friends in situations where J'ai perdu des amis dans des situations où je suis certain qu'ils auraient pu être sauvés si les bonnes choses avaient été mises en place. Ça vous laisse avec un bourdonnement très sourd dans la tête qui ne vous quittera probablement jamais. will probably never leave, but also leaves a residual Ça nous laisse aussi avec une colère et une tristesse résiduelle et nous essayons d'être le plus ouvert possible, même si notre génération essaye déjà d'être transparente sur ses sentiments. so transparent about their feelings, but at the same time we still have that sort of internal. Mais en même temps, on a toujours cette culpabilité, cette gêne intérieure de parler de ce genre de choses. C'est difficile d'équilibrer les deux, mais j'imagine qu'une partie de notre mission, qui est aussi celle de The Murder Capital, est beaucoup plus liée à ce que nous sommes en tant que personnes. Nous voulons pouvoir partager ces choses afin de donner aux autres le sentiment qu'ils le peuvent également. Et cela vient aussi bien de vos groupes d'amis que de l'idée de ce que votre art essaye de projeter. C'est très important, oui. I think growing up in Ireland, like especially at the age that we Grandir en Irlande, particulièrement à l'adolescence, si tu n'arrives pas à te comprendre émotionnellement ou si tu n'essaies pas de travailler sur ta propre santé mentale, tu ne l'obtiendras jamais par l'école ou grâce au gouvernement. mental health, you wouldn't have been given it from school or the government, like so. Like I mean, I feel lucky that when I. Et je me sens chanceux car quand j'avais 14 ans, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a fait chercher et comprendre qu'il y avait une raison et que je ne devais pas me sentir coupable ou déprimé de cette façon. Il y a infailliblement une manière de se sentir mieux et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas trouvé à l'intérieur d'eux-mêmes ou qui... L'ont nié. Exactement. On est juste très chanceux d'avoir rencontré les bonnes personnes. Qui que soient tes amis, ça te forme énormément. Ouais, comme James le disait, je pense que ce que nous essayons de faire, c'est de montrer aux gens dont la famille ou la ville natale n'a pas une mentalité ouverte à ce sujet, que nous sommes des gens qui en parlent ouvertement, afin que les gens qui n'en ont pas parlé auparavant puissent le faire. Et je pense qu'il est rare de trouver quelqu'un qui ne se sente pas concerné par le sujet de la santé mentale. C'est juste important que ce devienne une conversation normale à avoir. Sans transition, un autre sujet, c'est par rapport à votre tournée. Ouais, c'est quoi le moment le plus what the fuck qui vous soit arrivé pendant la tournée?
Probablement des trucs qu'on peut pas dire. Peut-être que nous sommes pas aussi déjantés que les gars de Shame. Mais je pense qu'on rit juste entre nous, entre les concerts. Et on crée des personnages bizarres pour jouer des petites scènes entre nous. On a une liste de personnages pour le van et on se les garde. Tu as l'habitude de beaucoup sauter dans le public. Est-ce que tu es déjà tombé? J'ai failli mourir plusieurs fois, ouais. C'est vraiment bien cette interaction avec le public. Je trouve que c'est la meilleure chose qui puisse arriver pendant un concert. Dans un sens, ouais. Je pense qu'en ce moment, d'une certaine façon, nous souffrons un peu de ce que nous voulons en faire, de ce que notre vision nous apportera, et de ce que nous voulons créer, et où nous en sommes en ce moment. Il se passe tellement de choses dans notre show que nous n'avons pas vraiment le temps d'exprimer ce que nous voulons. Donc, en ce sens, c'est la raison pour laquelle tout se passe si vite. C'est presque comme un clin d'œil, des moments à ne pas manquer. Les émotions que nous vivons sont vastes et rapides, il y a une raison à tout. Il y a une raison pour laquelle nous sommes plus distants sur certaines choses, et une raison qui explique qu'il y ait une interaction pure, parfois. Tout compte. Yeah, without transition. You're quite good for that. Ouais, en ce moment, il y a une vague de groupes post-punk venant du Royaume-Uni et d'Irlande aussi. Tu penses qu'on est post-punk? Non, je sais pas. J'aime pas vraiment mettre des étiquettes sur les groupes. Je trouve qu'il y a plusieurs styles de musique dans un groupe. Enfin, c'est compliqué. Après, genre, je pense que vous êtes plus que post-punk. Et est-ce que vous ressentez cette nouvelle créativité venant de l'Irlande et du Royaume-Uni? Définitivement. Qu'importe le nom du genre musical, il y a une communauté de groupes venant de là-bas en ce moment. Quoi que ce soit, ça n'a pas besoin d'étiquette. Oui, c'est juste un grand groupe d'amis. Exactement. Personne ne se vexe d'être catégorisé de toute façon parce que c'est juste la nature humaine. On aime bien mettre des étiquettes sur les trucs. Ouais, et c'est compréhensible. Je pense juste, putain, que j'aime la plupart d'entre eux. Ouais, c'est dur de commenter ça. C'est cool que tout le monde se débrouille si bien. La plupart d'entre eux sont des amis. On est juste des grands fans de Fontaines DC et Egyptian Blue, Happy Couple, Just Mustard, Girl Band, Kojak. FK Twigs, elle vient de Londres. Pour conclure, est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose que vous voulez dire pour finir cette interview? T'inquiète. T'inquiète. Oh, pardon. Thank you very much. Merci. Thank you. It was very interesting.
venu voir aujourd'hui à Sonic City? Alors, on est venu surtout voir Shame, qui est un groupe qu'on suit depuis pas mal de temps, mais surtout les autres groupes qu'on a découvert sur le festival sont vraiment super bons. Mais en vrai, c'était surtout Shame qu'on est venu voir en priorité. C'est pour eux qu'on est venu vraiment nous faire prendre notre billet au festival. Vous êtes venu voir qui d'autre du coup? Alors, en plus de Shame, il y avait Boy Archer qu'on connaissait, qu'on a vu pour la première fois aussi, Boy Archer, Deer Hunter aussi, qu'on a pu voir quelques fois en festival, et c'est la première fois qu'on les voyait vraiment en salle, dans une petite ambiance super sympa. Et c'était quoi du coup les bonnes découvertes du festival que vous connaissiez pas? Alors pour moi, vraiment la grosse découverte, c'était Scalping, qui a joué en fin d'après-midi et qui a fait un set vraiment super énergique, qui nous a donné la patate. Et qui est plutôt quel style Scalping? C'est du rock instrumental, donc sans paroles, sans chant, et assez énervé, avec des grosses guitares, grosses batteries, qui donnent vraiment la patate super sympa. Oui, il y avait Mannequin Pussy qui était super bien. C'était un groupe qui a joué en début d'après-midi qu'on a découvert là, c'était vachement sympa, c'était du punk qui vient des États-Unis, super énergique, super agréable à écouter. Un groupe qui s'appelle Priest aussi, qui vient des États-Unis. C'est vachement rock, vachement énergique, super sympa. Et oui, et une découverte assez incroyable, c'est Vivienne Goldman. C'est une vieille femme de, 80 ans, qui fait une espèce de pop, soul, rock, super chouette. Et c'était complètement improbable de voir une vieille dame faire aussi énergique, aussi dans le truc, aussi dans un festival comme ça. Il est 20h et Corridor, groupe préféré du moment de Eddie Green, le guitariste de Shame, monte sur la petite scène du festival, celle en haut des escaliers. Les Québécois nous proposent alors un concert de rock aérien rempli d'humour. Juste après, c'est la tête d'affiche qui monte sur la main stage. Les Américains de Deer Hunter, invités de Kate Lebon, sont tout aussi classe que la galloise et reposent les esprits avant la vague déferlante de Shame, le groupe hôte avec qui on a eu la chance de discuter plus tôt dans la journée.
vous êtes les programmateurs de Sonic City cette année. Ça a fait quoi de programmer un festival? C'est un véritable honneur, j'ai envie de dire. C'est toujours sympa de jouer aux côtés de groupes que tu connais et que t'adores. Ça nous a donné l'opportunité, en quelque sorte, de mettre des talents venus de Londres un peu plus en valeur. Et puis, il n'y a rien qui puisse vraiment battre le fait d'être dans une ambiance de festival avec tous tes amis. Aussi, c'est un honneur d'être capable d'avoir ce genre de pouvoir. Surtout d'avoir la possibilité de le faire à cette échelle. On a pu programmer genre, tu vois, j'aurais jamais cru qu'on pourrait programmer quelqu'un comme Thurston Moore pour un festival. Et c'est la première fois que vous voyez un festival comme ça, où c'est les artistes qui choisissent la programmation? Ouais. En vrai, j'ai déjà vu des festivals où il y a comme une scène qui est programmée par quelqu'un, mais jamais tout un festival. En vrai, je pense que c'est une bonne idée, parce que c'est presque comme de la musique faite pour les musiciens. Kate Lebon a aussi programmé des artistes incroyables, donc faire ça à ses côtés, ça a vraiment été quelque chose de sympa. Et comment vous avez choisi les artistes? En vrai, je pense qu'on a juste discuté avec les organisateurs du festival et réfléchi sur comment on pouvait créer genre quelque chose de vraiment diversifié. J'espère qu'on a réussi à créer une programmation assez diversifiée et inclusive. Aussi une prog avec des groupes qui n'auraient pas forcément encore eu l'occasion de jouer en Europe. Des groupes comme PVA par exemple. Ouais, je pense que ça va être la première fois qu'ils vont jouer autre part qu'au Royaume-Uni. Ils ont surtout fait des concerts à Londres ou dans les environs, donc c'est super de pouvoir les faire jouer pour la première fois ici, tu vois. Ouais, ça a été une expérience intéressante. On a proposé pas mal d'idées assez ridicules. Je crois qu'on a essayé de programmer YouTube, mais il n'était pas dispo. Je crois qu'au tout début, j'ai fait tout un tas de suggestions totalement absurdes. Mais même, enfin, c'est quand même dingue que Deer Hunter et Thurston Moore soient à l'affiche. C'est pas rien. Après, ça reste dans la limite du raisonnable. On a eu un rendez-vous aux Pays-Bas avec les organisateurs et ouais, on suggérait des noms totalement absurdes. On était un peu, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai été surpris quand même du niveau, on va dire, des artistes qu'on a pu programmer. Je m'attendais à ce que ce soit plus comme un truc du genre de musique nouvelle. Après, on a de nouveaux groupes, mais aussi quelques artistes déjà bien établis. Et s'il y avait un groupe qui n'était pas là aujourd'hui et que vous auriez voulu voir, ça serait lequel? Fontaine DC, ils ont dû annuler malheureusement, donc ça aurait été génial s'ils étaient là. Il y a aussi d'autres groupes super qu'on connaît et qu'on adore en ce moment, comme par exemple un groupe qui s'appelle Sorry, qui sont des amis à nous de Londres. Ça aurait été super qu'ils soient là, mais je pense que ça collait pas avec leur date de tournée. J'aurais bien voulu qu'Idols viennent, mais ils sont aussi en tournée, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Ça l'aurait été en effet. Mais quand même, enfin je veux dire, il y a forcément plein de groupes pour lesquels ça aurait été génial qu'ils soient là. Mais je pense que là, vu ce qu'il en est, on a une assez bonne prog. Ça s'annonce bien. Ça va être une longue journée. Ça va être une longue journée en effet. On joue dans une dizaine d'heures environ, c'est horrible. Ouais, il va pas falloir qu'on boive trop de bière. Et qu'est-ce que vous avez le plus hâte de voir aujourd'hui? J'ai vraiment hâte de voir Squid. J'ai jamais encore vu Squid. Ouais, j'ai jamais vu Squid. Ils sont juste derrière vous. Salut Squid! On vous fait un big up ici. Ouais, donc j'ai hâte de voir Squid, Black Country, New Road. Je les ai vus à Londres et c'était incroyable. Scalping? Scalping n'arrive juste jamais à pas décevoir, à décevoir plutôt. N'arrive jamais. Scalping sont super. Et ouais, pour The Murder Capital, c'est toujours un plaisir de les voir, mais je pense que Deer Hunter est le groupe que j'ai vraiment hâte de voir, parce que c'est un groupe que j'aime depuis des années, mais que j'ai jamais eu l'occasion de voir, donc je suis impatient de les voir. Vous êtes assez connu pour votre énergie sur scène. Comment vous faites pour arriver à garder cette énergie chaque soir? Je sais pas, c'est comme... Je pense qu'avant d'aller sur scène, il y a toujours un certain niveau d'adrénaline. Et même si t'es fatigué, ou si t'as la gueule de bois, ou si t'as envie de rentrer chez toi, c'est quelque chose qui ne change pas. Donc je pense que ça rend les choses plus marrantes pour nous. Je pense que si tu te pointes sur scène et que tu fais rien, ça peut être un peu gênant. Et je pense que tu dois en quelque sorte récupérer l'énergie du public et puis la retransmettre et ainsi de suite. Enfin, après, vous êtes probablement en train de discuter avec les deux membres de Shame les moins énergiques. Ouais, j'en branle pas une. Je suis juste planté là, à jouer de la guitare. Donc bon, je sais pas. Josh? Je sais pas, je sais vraiment pas comment Josh fait. Et encore, t'es pas à côté de lui, c'est moi qui suis à côté de lui sur scène. Ouais, c'est aussi pour cette raison que je demande à chaque fois d'être de l'autre côté de la scène. Je veux dire, je sais pas comment il fait parce qu'il est tout le temps fatigué. Genre, il est fatigué 23 heures sur 24. Et après, il devient complètement dingue pour cette seule heure de la journée. Et puis il redevient fatigué. Et vous êtes allé en Amérique du Sud pour la première fois récemment? Oui. Alors, c'était comment le Brésil? Et en Islande aussi. Trop cool, trop bien. C'était incroyable le Brésil. On a eu l'impression que les gens ont probablement attendu
YouTube un bon moment avant qu'on vienne au Brésil, tu vois. Tous les commentaires. Ouais, tous les commentaires YouTube, c'était cool de rencontrer les gens qui les postent. C'est un pays sympa aussi. Ouais, c'était incroyable. On a fait comme une sorte de concert dans un club, il y avait comme une sorte d'ambiance do it yourself, un genre de concert qu'on n'avait pas fait depuis un bon moment. C'était vraiment bien. Donc ouais, chapeau au Brésil pour avoir fait de ce séjour quelque chose de spécial. On va en Thaïlande dans 2 jours. Ah oui? On va en Thaïlande, ouais, c'est vraiment super. En vrai, on va dans tous les endroits cool en ce moment. C'est chouette, tu vois. Mais ouais, l'Islande. Ouais, c'était cool l'Islande. C'était vraiment bien l'Islande. On nous a volé nos pédales par contre. Donc ouais, ça nous a laissé ça comme un petit arrière-goût. Mais non, on s'est bien amusé. C'est un pays magnifique. Et le lagon bleu, c'était bien? Je suis pas allé au lagon bleu. Je suis allé dans la version cheap. Je suis allé au lagon bleu et c'était trop bien. Je voulais pas dépenser autant de fric, donc j'y suis pas allé. C'était combien? C'était quelque chose du genre 110 €. Ça en valait tellement la peine par contre. Et sinon, vous travaillez sur le deuxième album, c'est ça? À quoi on peut s'attendre? Eh ben, on va jouer beaucoup de nouvelles chansons du deuxième album ce soir. Je pense qu'on a juste commencé à explorer de nouvelles façons d'écrire. Le processus d'écriture est un petit peu différent pour celui-ci. Mais on va commencer à l'enregistrer bientôt, ce qui est vraiment bien parce que ça fait un moment. Ouais, on a pratiquement fini maintenant. C'est quasiment fini, ouais. Je pense qu'en janvier commencera le temps pour nous d'aller en studio. Ouais, j'ai vraiment hâte. Du coup, 2020? 2020, c'est l'année. Et qu'est-ce que tu veux dire par explorer de nouvelles façons d'écrire? Bah, avec le premier album, ça faisait une éternité qu'on avait ces chansons avant qu'on enregistre l'album. Avant celui-là, ça a plus été du genre, on commence à faire des démos directement et on enregistre des trucs qui étaient plutôt longs à la base, ce qui consiste en une méthode d'enregistrement et d'écriture totalement différente pour nous. Parce qu'au tout début, on avait juste l'habitude d'être dans une pièce et de faire des sessions de jam. Et on fait encore ça parfois, mais on explore juste des options différentes. Je pense que t'as un peu besoin de faire ça. Sinon, si tu pratiques la même méthode, je sais pas, il y a des chances pour que ça finisse par être la même chose au niveau de la musique. Et est-ce que vous avez comme l'impression que certaines de vos premières chansons ne correspondent plus à ce que vous êtes aujourd'hui? Genre que votre état d'esprit n'est plus le même? En quelque sorte, ouais. Je pense que dans le premier album, tout était assez juvénile. Je pense aussi que c'est une expérience totalement différente. Pour le premier album, on n'avait pas vraiment écrit ces chansons dans le but d'en faire un album au final. Ouais, on était juste genre, oh cool, on a 11 chansons. C'était juste le condensé de ces 3 années passées à être un groupe et à écrire des chansons et en écrire des nouvelles. Alors que pour celui-là, ça a été plus du genre... On a écrit ça pour faire un album. Ok, tu vois, on a cette année pour le faire, il faut qu'on se bouge maintenant. C'est vraiment dur. C'est beaucoup de boulot. Ça nous prend du temps. Qu'est-ce qui vous inspire pour cet album? Genre la vie en tournée, la vie en temps de groupe? Ouais, inévitablement. Ça fait combien de temps qu'on est en tournée? 3 ans? Donc je pense que ça a sans aucun doute été une influence pour cet album. Genre l'impact que ça a eu dans toutes les facettes de notre vie, je pense que ça a eu un rôle important. Je pense qu'on a aussi découvert tellement d'autres types de musique durant ces dernières années et ça a aussi impacté le style musical qu'on voulait avoir en quelque sorte. Par exemple, quels sont les groupes qui vous influencent là maintenant, si vous deviez donner un groupe? Genre un groupe de maintenant? Ouais, qui vous influence là maintenant. En vrai, je pense que ce qu'on écoute a changé un peu. J'imagine que maintenant c'est pas mal de groupes comme, je sais pas, peut-être Preoccupation, des groupes dans ce style. Je pense que ce groupe m'a pas mal influencé en termes de partie de guitare. Je sais pas, c'est compliqué de mettre le doigt sur des artistes en particulier. Je pense qu'on essaye d'être un peu plus, genre, pas technique, mais... J'adore quand c'est assez dansant. Je dirais que des groupes comme les Talking Heads vont être une grande influence, carrément. Ouais, Talking Heads, ESJ peut-être un petit peu. Et quel pays vous a beaucoup impacté? Perso, je dirais les États-Unis. Ouais, probablement les États-Unis, parce que c'est le pays dans lequel on a passé le plus de temps dans l'ensemble. Et je pense que là-bas, c'est juste difficile de ne pas remarquer à quel point tout y est dingue et à quel point les gens peuvent être dingues. Donc je pense que ça pourrait avoir influencé pas mal de choses. Je pense que les États-Unis nous ont certainement beaucoup touchés. Aussi, la façon dont les groupes... c'est vraiment quelque chose de différent d'être dans un groupe aux États-Unis que de l'être en Europe. Ouais, aux États-Unis, si t'es dans un groupe, tu dois genre acheter ton propre van, tu dois te conduire toi-même, n'importe où. Et les groupes américains pensent genre, juste pour faire ce qu'on fait, ils doivent travailler un peu plus en soi. Au Royaume-Uni, c'est genre, tu vois, tu crées un groupe, tu chopes un contrat avec un label, et après tu peux plus ou moins commencer à partir en tournée. Alors que quand les groupes américains dégotent un contrat avec un label, ils devront ensuite acheter leur propre van et tout faire eux-mêmes.
Alors que nous, c'est comme si on dépendait plus d'autres personnes en quelque sorte. Ça doit être fatigant de faire ces allers-retours, non? Parce que vous êtes souvent en tournée dans plein de pays différents et c'est... C'est trop cool. C'est plutôt génial. C'est tellement génial. Ouais, enfin, oui, ça doit être vraiment trop cool, mais est-ce que c'est pas genre, je sais pas, difficile parfois? En vrai, parfois, je pense que quand t'es vraiment à fond dedans et que ça fait genre 2 mois que t'es dans un cycle du genre 5 concerts, un jour de repos, 5 concerts, un jour de repos, ça a tendance à être un peu... C'est comme si t'étais dans une sorte de période de compétition. Mais ouais, ça peut devenir un peu compliqué parfois. Mais bon, tu sais, tout ça, ça fait partie de l'expérience en fin de compte. Et à un certain moment, tu commences à t'y faire. Ouais, ça fait 3 ans que vous faites ça? Ouais. Bah, cette année, ça a été intéressant en fait de pas être parti en tournée tant que ça, parce que tu dois un peu t'y réhabituer aussi. Donc on a quand même fait quelques concerts, mais on a eu cette période de 4 mois, on n'a pas fait un seul concert, et c'était bizarre, c'était tellement bizarre. Ouais, vraiment étrange. Genre quand tu passes plus de, je sais pas, qu'on a fait genre 160 concerts l'année dernière, donc tu vois, de passer de ça à rien. À rien faire du tout, c'était un sentiment bizarre. Parce que forcément, quand on n'est pas en tournée, on fait pas vraiment grand chose, aucun de nous n'a d'autres jobs. Et vous avez pas quelques bonnes histoires à nous raconter de lorsque vous étiez en tournée? Genre la pire histoire qui vous est arrivée? Bah, il s'est passé plein de trucs. C'est juste assez triste, un peu dégueu. C'est pas très glamour. On s'en tape du glamour. Je crois que pour son 21e anniversaire, Sean s'est réveillé dans un lit avec Steen et recouvert de pisse de Steen. Ce mec est connu pour pisser au lit. Steen est le plus grand pisseur au lit que je connaisse. Il boit trop, il pisse partout. C'était à San Diego. Sans transition, comment ça va se passer avec le Brexit? Parce que j'ai vu un article du Guardian qui disait que le Brexit pouvait avoir des conséquences assez massives sur les groupes qui partent. Carrément, ouais. Est-ce que ça va être vraiment difficile pour vous du coup? Moi je suis tranquille, j'ai un passeport irlandais donc je vais pas quitter l'Union Européenne. Ouais, t'es tranquille. Ouais, perso, je suis toujours en train d'essayer d'en choper un. Il y a plein de trucs du genre, cette histoire de devoir se dégoter des visas à chaque fois, surtout des visas à entrée unique pour différents pays. C'est surtout que ça pourrait devenir tellement compliqué. Et juste, ouais, ridicule. C'est déjà assez compliqué pour des petits artistes de venir en Europe ou d'aller dans différents pays et j'ai l'impression qu'avec le Brexit ça va juste devenir presque impossible pour ceux qui n'ont pas assez d'argent ou qui sont pas assez établis d'aller quelque part, genre ici ou en France ou n'importe où. Ouais, ça pourrait être compliqué, peut-être que ça ne le sera pas, mais on sait pas. On n'a plus qu'à attendre et voir comment ça va se passer. Pour revenir sur vos influences, qu'est-ce que vous aviez l'habitude d'écouter quand vous étiez plus jeune? Eh ben, c'est sûr qu'il y a des trucs vraiment pas terribles. Enfin, je veux dire, forcément, tout le monde est passé par, genre, la phase Green Day. Non, pas moi, jamais. Sean était un petit fanat de métal. Ouais, je l'aimais, mon métal, carrément. Quel genre de groupe de métal? Metallica, un bon groupe. Tin Lizzy, j'adore toujours autant Tin Lizzy. Ils sont irlandais aussi, tu sais, comment ne pas les aimer? J'adorais le pop-punk pendant un moment. Tu sais, Sum 41, Blink 182, ce genre de merde quoi. Oh, t'es pas le seul, t'inquiète. Tout le monde adorait ça, franchement, faut arrêter 2 secondes. Et est-ce qu'il y a des groupes français que vous connaissez et que vous écoutez? Justice, je surkiffe Justice, ils sont tellement bons sur scène. Corridor est un de mes groupes préférés. Ils sont pas français, mais ils parlent français. Ils sont vraiment bons. Ils jouent aujourd'hui. Ils jouent aujourd'hui et j'ai vraiment très hâte. C'est l'un de mes groupes préférés en ce moment. Françoise Hardy, c'est une des artistes préférées de Steen. Ouais, je connais pas trop de groupes de rock français en ce moment, mais à chaque fois que j'en ai écouté un, j'ai bien aimé. Je pense qu'il y a un truc avec la langue française dans la musique qui fait que dans la musique... Vous faites de la bonne dance music. Notre dernière question concerne votre reprise de musique de Noël. Ouais, le meilleur clip qu'on ait jamais fait. On voulait savoir si vous alliez faire une nouvelle reprise de chansons de Noël. Je pense pas qu'on ait le temps de faire une nouvelle reprise de chansons de Noël cette année, malheureusement. On a trop de trucs à faire en ce moment, mais ouais, Feliz Navidad, je crois que c'était meilleur que n'importe quelle de nos propres chansons. C'était carrément génial. Un de mes trucs préférés qu'on ait jamais fait. Cette chanson est tellement chiante à jouer. C'est tellement dur à jouer aussi. On l'a joué en live à Paris. Non, je dis pas chiante dans le sens c'est dur à jouer, mais plutôt dans le sens où c'est vraiment nul à chier quand tu dois la jouer en boucle. Je dois chanter aussi. Je chante pas dans le groupe, mais là j'ai dû chanter sur cette chanson parce que j'étais le seul qui pouvait dire les trucs en espagnol convenablement. Du coup, j'avais tellement peur aussi, mais je savais pas à quel point c'était encore plus flippant de chanter en live. Du coup, ouais, j'avais un micro à Paris, c'était une salle vraiment grande, et j'étais là genre,
j'aime pas ça. Mais ouais, non, pas de reprise de Noël cette année, désolé. Peut-être un tube de l'été? Un tube de l'été? Peut-être qu'on pourrait juste avoir une chanson par an où je chante en espagnol. On pourrait faire la cucaracha. As I said before, there's a lot of fucking amazing artists coming over this weekend. And a lot of them are very close friends of ours. It feels a little bit like a party. So in that spirit, we're going to play you some new songs. And we're going to play some songs from some of the praise. This one's called Concrete. Les cris du public en disent long sur l'euphorie par laquelle se termine le festival Sonic City 2019. Shame enflamme la salle qui se transforme instantanément en une immense fournaise où les gens ne cessent de se bousculer et de se sauter les uns sur les autres. Sur scène, les londoniens invitent tous leurs copains à les rejoindre. C'est ainsi qu'on retrouve rapidement The Murder Capital au milieu ou porté par le public en délire. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Juliette Soudarin et Emery Dantreuil pour Alter Ego et Iris Guitoni pour Rock'n'Roll School. Merci à Margot Menu et Léopold Picot d'avoir participé à la réalisation de ce podcast. Nous remercions également Katie, Daniel et JL de Priests, James, Gabriel et Carol de The Murder Capital et Eddie et Sean de Shame. Vous pouvez retrouver les différentes playlists des groupes et la playlist du festival sur le Spotify et le Deezer de l'Alter Ego.